Dimanche 8 septembre. Qui m'a appelé pour me prévenir? Après notre première rencontre, je ne me souviens ni d'avoir revu ni d'avoir été en contact avec l'ange poète, désigné pour être mon directeur de collection, supposé s'occuper de moi, me guider, me rassurer. Un directeur de collection veille sur les auteurs dont il a la responsabilité, un peu comme une mère. Je dois dire que ça m'aurait plu d'être maternée, de connaître ça, une fois au moins dans ma vie. Mais la machine était en route et il considérait peut-être qu'il n'était plus concerné. C'était un ange et un poète. Il était au-dessus de ses contingences. Évoluait dans d'autres sphères. Avait oublié sans doute ce parcours du débutant, ce chemin de croix, lui qui ne devait pas y croire, à la croix, ni au reste. Qui m'a appelé? Une secrétaire sûrement. Martine Franck de l'agence Magnum. À quelle heure? Pas de problème. Je vous remercie. Martine Franck. Pourquoi pas Cartier-Bresson ou Richard Avedon pendant qu'on y était? Un peu plus et j'aurais cru à une plaisanterie. Moi qui n'étais rien, dont le roman n'avait pas vu le jour, pas officiellement. Je ne sais même pas si je l'avais tenu dans mes mains. J'avais droit au même traitement qu'un Albert Cohen, Michel Léris, Yves Bonnefoy, une Simone de Beauvoir ou encore Hélène Cixous. Autant d'écrivains que j'admirais et dont Martine Franck avait, à l'époque, déjà fait le portrait. Martine Franck, qui avait photographié les plus grands, venait chez moi. Qui avait eu cette idée? Vous, cher A? J'aurais voulu mourir, disparaître, n'avoir jamais écrit. Je ne voyais pas comment assumer, moi qui ne supportais pas de me voir en photo, qu'on me tire le portrait. Fixé à jamais, pour l'éternité, sans mouvement, sans vie. Dans le pire des cas, la photo vous crucifie. Dans le meilleur, elle dévoile ce que vous vous entêtez à cacher. Ne m'en veuillez pas si je vous parle encore d'Henri. Ah, si seulement vous l'aviez connu, vous n'auriez pas résisté. Je suis sûre que vous vous seriez bien entendu. Il vous aurait charmé. C'était un artiste en la matière, le plus grand des séducteurs que j'ai jamais rencontré. Henri, donc, avait trouvé la solution. Je l'ai compris il y a peu. Il avait un goût prononcé pour la photographie, et particulièrement pour l'autoportrait. Je me suis souvent moquée de lui, l'ai même parfois méprisé pour ce qui apparaissait comme un narcissisme exacerbé. Mais savez-vous quoi? Sur toutes les photos, Henri arbore la même expression, le même sourire, un peu forcé, fronçant les sourcils et ayant l'air de regarder au loin. Cette image de lui était parfaitement contrôlée. Henri avait passé son temps à s'entraîner. Il était au point. Rien ne filtrait qu'il n'ait voulu montrer. Rien n'apparaissait de ce qui le dévastait. Qui aurait pu deviner en le voyant prendre la pose, jouer à l'acteur? Il citait Clark Gable, mais j'aurais plutôt dit Eddie Barclay avec le chic de Cary Grant, les fêlures et la tristesse à l'œuvre. Chaque jour en progrès. Henri était au point. Je ne l'étais pas. Avez-vous entendu parler de ces démons qui, lorsque l'angoisse les étreint, s'arrachent les cheveux? Je me suis contentée de couper les miens, la frange surtout, à ras. La séance photo était prévue chez moi, un comble. Si encore je m'étais rendue chez vous ou à l'agence, j'aurais été moins paniquée. L'opération me serait apparue moins incongrue et moins risquée. N'est-il pas plus sécuritaire de se faire opérer à l'hôpital plutôt qu'à domicile? D'autant plus que j'aurais eu droit à une anesthésie, sinon générale, du moins locale. Prévenue la veille pour le lendemain, devant le miroir, les ciseaux à la main. Qui tremble? Pas le moins du monde. La main sûre de celui qui est coutumier du fait. Le but? Ce n'est pas clair. L'inconscient, ce sournois, fait toujours ses coups en douce. Il n'est pas du genre à annoncer la couleur. Il n'est pas brillant non plus. Qu'est-ce que je croyais? Comme un enfant qui se cache sous la table en pensant qu'il va disparaître? Espérais-je échapper? À quel titre? Au titre que je n'étais pas présentable? Et voilà que je pleure. Tire sur ce qui me reste de cheveux, considérant l'ampleur du désastre. Je veux essayer de réparer les dégâts. Me rends compte que cela ne fera qu'empirer. Jette les ciseaux au loin, de peur d'un plus grand saccage encore. Me voici sur le lit, désespérée, envisageant tous les scénarios possibles. Et si Martine Franck avait un empêchement, un poignet foulé, une entorse,
ou je ne sais quel contretemps donnant le temps justement à mes cheveux de repousser. Ai-je dormi cette nuit-là? Il est possible qu'après avoir versé tant de larmes, je me sois effondrée et réfugiée dans le sommeil pour oublier. Jusqu'au lendemain. Pauvre Martine Franck, je lui ai donné du fil à retordre. Je ne serais pas surprise que, après moi, elle se soit promis de ne plus jamais avoir affaire à ces jeunes auteurs qui ne donnent rien, fermés, enfermés en eux-mêmes. C'est elle qui m'a demandé si ce chapeau m'appartenait. Une toque en velours noir, à la russe, et que je portais, en effet, pour me donner un genre. J'ai sauté sur sa proposition et l'ai enfoncée jusqu'aux yeux pour cacher mon front dégarni. Nous sommes sortis toutes les deux. À côté de chez moi, le jardin de l'hôtel particulier a l'air abandonné. C'est l'hiver. La lumière est grise. Le mur aussi. Je n'ai pas bonne mine non plus. Je me sens ridicule avec ce chapeau. Je n'aurais pas dû. Et elle, si calme, qui sourit, ne semble pas s'impatienter, ni remarquer comme je recule devant l'objectif au point de me fondre avec la muraille, avec les pieds qui s'enfoncent dans le sol. Quelques jours plus tard, je recevais par la poste une planche contact de 33 photos en noir et blanc, dont 2 étaient entourées au feutre. En les découvrant, j'éprouvais un sentiment de panique. Ce qui m'était montré m'était insupportable. Qu'est-ce qui me déplaisait tant? Avais-je le sentiment que ce n'était pas moi, de ne pas me reconnaître? Ces photos me mettaient mal à l'aise. Ce n'était pas mes traits, ni la forme de mon visage, ni ma coupe de cheveux, ni ma tenue qui étaient en cause, mais ce que je voyais au-delà, comme au travers. Il me sembla tout à coup que j'étais nue, totalement, offerte à tous. Ils pouvaient voir, savoir, sans même avoir besoin de deviner, ma solitude, mes doutes, ce sentiment d'usurpation. Pire, ces images me dévoilaient à moi-même ce que je refusais. Repousser. Ce qu'Henri, lui, avait toujours, et jusqu'au bout, réussi à masquer. Pour moi, il était impensable de me montrer ainsi, démunie et fragile. J'avais passé toutes ces années à essayer de construire une autre image, et voilà que soudain, tout menaçait de s'écrouler. À ma grande honte, et dans ce désarroi qui était le mien, j'ai demandé que ces photos ne soient pas utilisées, et à les récupérer. Sans obtenir gain de cause, d'ailleurs. Quand je vous dis que je n'étais pas fiable, comme je me sens ridicule et grossière après coup. On m'offrait Martine Franck et je faisais la difficile. J'espère qu'elle n'a pas été avertie. D'autant plus que je viens de les retrouver, ces photos. Elle dormait auprès d'Henri, dans un carton à la cave. Savez-vous quoi? Vous allez être surpris comme je l'ai été moi-même. Non seulement ces photos ne me rebutent pas, mais je les trouve belles. Surtout, je n'y retrouve rien de ce que je viens de vous raconter. Si elles exhalent quoi que ce soit, c'est une vague mélancolie. Figurez-vous que sur certaines d'entre elles, je souris. Sur l'une même, je ris. Mes cheveux, pas si courts. Ce chapeau, plutôt drôle. Cette jeune femme ne m'apparaît en rien perdue. La photographie n'est pas forcément un mensonge, mais ce n'est pas non plus la vérité, aimait à dire Martine Franck. Moi, je ne sais que penser de ce décalage. Il n'y aurait que celui qui sait qui voit. Étais-je si naïve, si inquiète, si proche aussi parfois du précipice, pour croire que le premier venu verrait sur ces images qu'il ne suffisait que d'un coup de pouce pour m'y précipiter?